Quel type d'intérêt on pourrait générer dans l'immobilier locatif? Location classique, on était à 9% et en courte durée, on était à 24,7%. Aujourd'hui, en investissant dans l'immobilier, en fait, ça peut nous changer la vie. Parce que, par exemple, mon premier bien, je vous ai parlé tout à l'heure, en 8 ans, j'ai fait un plus-value de 100 000 euros. Salut à tous, c'est Jordan de la page Le Frontalier, la page qui t'apprend à réussir ton insertion transfrontalière correctement. Aujourd'hui, on se retrouve au Yacht Club, le restaurant La Tour Carrée, un restaurant emblématique de Genève où on va retrouver Tania, spécialiste en immobilier, zone frontalière dans l'investissement locatif. On va la retrouver tout de suite. Marc Levanti, nouveau propriétaire gérant du restaurant La Tour Carrée à Colonie, le Yacht Club de Genève. On est ouvert tous les jours de 10h à 15h et de 18h à minuit et on se réjouit de vous accueillir. Tout d'abord, merci Tania d'avoir pu te rendre disponible aujourd'hui. Peux-tu raconter un petit peu ce que tu fais dans la vie à nos auditeurs et en quoi, par exemple, tu pourrais les aider à l'avenir? Qui es-tu? Bonjour, déjà merci à toi pour l'invitation. Moi, je m'appelle Tania, je suis chasseuse immobilier. Moi, j'ai une société d'investissement locatif. Okay. Et mon spécialité, c'est la chasse immobilière spécialisée dans l'investissement locatif rentable en zone frontalière. Ok, donc tu t'es niché principalement dans la zone frontalière pour développer ton expertise. Tout à fait, c'est exactement ça. Et comment t'es venue l'idée de venir en Suisse? Comment as-tu découvert ce pays? Es-tu d'ici peut-être Alors non, moi je viens d'Espagne, Barcelone, ça fait 10 ans que je suis de la région. J'étais pas dans l'immobilier, j'ai travaillé dans le médical, mais j'investis dans l'immobilier depuis 2016, voilà, à titre personnel, et ça a pris de l'ampleur, on peut dire, dans ma vie, vu que j'ai vu la demande qu'il y avait dans la région et le potentiel qu'on avait. Je me suis formée de plus en plus. Il y a des gens de mon entourage qui se sont rapprochés à moi pour les aider à investir. Et voilà, jusqu'à le jour d'aujourd'hui où j'ai quitté le salariat en janvier. Voilà, j'ai travaillé à Genève, dans une clinique médicale à l'époque. Et maintenant, j'ai ma société en France. Et j'aide les gens à investir, avoir des revenus complémentaires ou à étendre sa liberté financière grâce à l'immobilier. Ok. Et alors, comment ça se passe pour investir en zone frontalière? Qu'est-ce que tu pourrais recommander à l'heure actuelle? Créer un patrimoine, du moins créer un apport peut-être plus conséquent, peut-être pas forcément. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur l'investissement locatif en zone frontière? Qu'est-ce que tu recommanderais? Alors déjà, ça dépend, c'est cas pour cas. Moi, avec mes clients, vraiment, ces entretiens individuels, je ne propose pas les mêmes produits à tout le monde. Ça dépend de chaque situation personnelle, selon également ses besoins. C'est-à-dire avec quel but on veut investir dans l'immobilier. Quels sont, par exemple, quels sont tes objectifs d'ici à court, moyen et long terme? Tu veux être où d'ici 5 ans, 10 ans? Est-ce que tu veux investir dans l'immobilier pour avoir des revenus complémentaires ou tout simplement pour te constituer en fait un patrimoine pour la retraite ou peut-être pour les transmettre à tes enfants? Et en fait, selon tes objectifs, on va opter pour certaines stratégies, voilà, fiscales, entre autres. Voilà. Et je ne peux pas dire, je vous conseille que ça, parce que ça va dépendre en fait de l'objectif de chacun et la situation personnelle de chacun. Ok. Et est-ce qu'il faudrait peut-être un apport minimum pour commencer à investir ou simplement un CDI, un salaire peut-être minimum, peut-être qu'un salaire français, si demain il y avait un Français qui travaille en France, qui voudrait investir, est-ce que c'est possible pour lui? Qu'est-ce qui va lui être demandé peut-être? Alors oui, bien sûr, c'est possible. Avant, c'est vrai que les ventes, elles étaient beaucoup plus flexibles. Moi, par exemple, une de mes clientes, à début d'année, on a obtenu encore avec une banque régionale un financement à 110%. C'est-à-dire on a financé le bien plus les frais de notaire.
cette fin d'année, c'est impossible. La même banque, il demande minimum un 15% d'apport. Ok. Voilà. Ok. Donc à Je l'heure note actuelle, bien. on est sur un marché à 15% du coup à peu près. Ça dépend les banques. Ça Ça dépend. dépend les banques. Après, ça dépend aussi si on va directement à la banque ou si on passe avec nos partenaires également, par exemple des courtiers. Des fois, elles arrivent à trouver des meilleures conditions. Pas tous les banques, ils ont les mêmes conditions. En fait, ça dépend. Mais minimum, on peut dire qu'en 8%, les frais de notaire. Ok. D'accord. On peut dire entre le 8 et 20% d'apport. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu vas nous recommander déjà? Pourquoi as-tu choisi la zone frontalière pour te déployer? Et pourquoi ce terrain? Du moins, pourquoi pas avoir dit la France, par exemple? Est-ce que tu as des choses à recommander? Pourquoi avoir choisi ce lieu? Oui. Alors, moi, en étant étrangère déjà, quand on arrive, tu le sais très bien, dans cette zone frontalière, on peut travailler en Suisse, le marché il est très tendu. Déjà pour trouver un bien en location. Quand il y a un bien qui sort sur mon coin, dans l'heure qui suit, il y a 50 dossiers dessus. C'est très très compliqué. Du coup, en fait, il y a 7 ans, je me retrouvée dans le besoin de chercher un bien locatif pour me loger. J'ai vu que c'était tellement compliqué, même en ayant un CDI en Suisse, de l'argent de côté, etc. Passer des dossiers, c'était compliqué. Et en fait, c'est là où j'ai acheté mon premier bien. Et je me suis dit, waouh, en fait, cette région, il y a tellement de demandes qu'il n'y a pas de risque. Et en enchaînant les investissements, je me suis rendu compte que on a la chance déjà d'être ici. Et pour les investissements, c'est de les rares zones en France où il y a un demande locatif très élevé. Il n'y avait pas de vacances locatives également. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, quand on fait un investissement locatif dans le plan financier, on compte par exemple un mois ou un mois et demi, ça dépend de la zone, des vacances locatives. C'est-à-dire les revenus que vous avez locatifs, il faut quand même déduire ces vacances locatives. Si dans la région, on n'a pas. C'est ce qu'on avait pu échanger une fois justement, que ici c'est loué tout le temps. Tout le temps. Moi, à titre personnel, je peux parler de mes clients, mais moi, mon premier investissement, ça fait 8 ans que je l'ai. Okay. Même pendant le Covid, et j'ai même pas eu un seul jour de vacances locatives. Ok. Ah oui, donc ça fait un beau placement. Et peut-être, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur quel type de placement, du moins, quel type d'intérêt on pourrait générer dans l'immobilier locatif? Est-ce que tu as des idées un petit peu ou des exemples peut-être d'un rendement minimum attendu et peut-être un rendement un peu plus soutenu? Alors, ça, il évolue, il change. C'est-à-dire, l'année dernière, moi, j'ai obtenu un prêt avec un taux à 0,75. Okay. C'est jamais vu. Aujourd'hui, les taux, ils touchent les 5%. Du coup, en fait, aujourd'hui, avoir de la rentabilité, un cash flow positif, il devient rare. Mais c'est assez possible. Okay. C'est pour ça qu'en fait, j'ai des clients et des investisseurs à guérir qui passent pour mes services parce que j'ai un gros réseau off-market et j'arrive à avoir des biens au-dessus du marché. Et ça permet quand même de continuer à avoir en fait un cash flow positif. En fait, on pourrait dire qu'en location classique, j'arrive à proposer encore des 8%. Ok, donc on arrive encore, quand on est connaisseur bien sûr, on arrive encore à générer des beaux placements type 6-8% d'intérêt sur un placement financier en immobilier à l'heure actuelle. Oui, et ça c'est une location classique. C'est-à-dire après il y a des autres modes d'exploitation comme par exemple la cour dorée. La quoi? La cour dorée, par exemple faire d'Airbnb. Ok. En fait, on peut dire que dans l'immobilier, on a différentes stratégies. Ça aussi, on va s'adapter selon les visuels, les stratégies de chaque client. On peut faire la location classique, c'est-à-dire un meublé. On peut faire, par exemple, de la cour dorée, c'est-à-dire Airbnb. D'accord. On peut faire aussi de la colocation, co-living, etc. Et avec ces modes d'exploitation, on peut dire plus risqués, mais vu dans la région qu'on a, c'est pas risqué. Voilà, on arrive à avoir des rentas supérieures. J'ai signé pour un bien d'une de mes clientes. En location classique, on était à 9% et en cour dorée, on était à 24,7%. Ok, ah oui, donc là, très très belle performance. Voilà, et ça, on a signé il y a 3 semaines de ça. Ok. Donc oui, donc le marché en zone frontalière est plutôt pas mal, plutôt attirant.
Et qu'est-ce que tu en penses de l'avenir de l'immobilier dans les prochaines années, en zone frontalière, mais également en France, sur une vision plus macro? Comme on avait pu échanger un petit peu, c'est que en France, on pense que ça va chuter. Qu'est-ce que tu penses de la zone frontalière à ce niveau-là? Alors moi, quand je suis arrivée ici, quand j'ai voulu acheter mon premier bien immobilier, tout le monde m'a dit ça déjà il y a 8 ans, que l'immobilier il allait tomber. Et depuis mon premier bien, il a pris un plus-value de 100 000 euros. Okay. Voilà. Ouais, donc je vais pas rentrer dans les détails, qu'est-ce qui va se passer à niveau français, dans la France entière, dans l'immobilier. Mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que ici, niveau frontière, on est assez protégé. Niveau économique, la Suisse, il a gardé sa monnaie, le franc suisse. On voit que l'euro, il n'arrête pas de tomber depuis quelques temps. Le franc suisse, il prend de la valeur. On vient de passer un passage assez compliqué avec les Covid, par exemple. On peut dire que beaucoup de pays ont été confinés, mais la Suisse, ils n'ont jamais vraiment été confinés. Ça circulait, les gens ils allaient travailler. C'est-à-dire toutes les villes frontalières, on avait quand même l'accès en Suisse pour venir travailler, tout ça. Au niveau religion et politique également, c'est assez neutre, la Suisse. Du coup, comment dire que je suis assez rassurée à ce niveau-là pour l'immobilier. Ouais, je pense aussi que, sans mentir, je pense que la zone frontalière, de par l'influence de la Suisse, le fait qu'il soit plus ou moins neutre et qu'il ne soit pas trop en déficit, je pense qu'il n'y a pas trop de risques malgré la baisse qui est annoncée. Je ne suis pas convaincu qu'il y aurait une baisse parce que s'ils annoncent moins 40% en France, je pense que tu dois penser la même chose. Moins 40% en zone frontalière, on achète tous. Ça, c'est sûr. Et en fait, on a vu dans le journal, il avait les statistiques niveau français de les variations, on avait vu ensemble, de l'immobilier en France. Et ici, dans la zone frontalière, il disait par exemple le village d'Annecy, il avait pris en moyenne 4,5%. Quand le reste de la France, il était négatif, ici, il avait augmenté. Je crois que le numéro 1, il me semble, si c'est le même schéma qu'on a vu, il me semble que le numéro 1, c'était Chamonix, je crois, ou un truc comme ça. C'était encore vers là. Mais du moins, globalement, on reste quand même toujours dans ce secteur. Oui, c'est vrai que dans mon réseau, j'ai des agents immobiliers aussi qui sont ailleurs en France. Okay. Ils sont en fait en baisse. Les gens, ils ont aussi les difficultés à avoir des prix immobiliers, etc. Du coup, quand on discute, on peut dire que je donne pas le même retour. Parce que c'est vrai qu'ici, on ne sent pas la différence. On ne sent pas la différence. Au contraire, depuis le Covid, je trouve que, par exemple, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu es arrivé dans la région aussi, il n'y a pas beaucoup de temps. Moi, je trouve que il y a 10 ans, quand j'arrivais à maintenant, qu'est-ce qui s'est changé depuis le Covid? C'est qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de logements qui faisaient la courte durée, d'accord, avant Covid. Oui. Maintenant, il y a énormément de logements qui font la courte durée, vu la demande. Et vu que les gens, ils arrivent de la région, ils n'arrivent pas à se loger, ils sont même obligés à prendre des logements en courte durée pendant 3-6 mois, le temps de s'installer, parce qu'il n'y a pas de logement. Totalement. Alors sur ce point de vue, comme je disais tout à l'heure un petit peu dans une interview, c'est que on a fait un micro-trottoir à Genève, au marché de Noël de Genève, et justement il y en a 2-3 qui étaient unanimes. Ils ont commencé Airbnb, ils payaient 2 000 € par mois. Ils ont fait ça pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, ils ont trouvé leur poste fixe avec le contrat de travail, du moins tout le procédé normal. Mais pour la première case, il n'y a pas vraiment d'option. Si on veut le salaire suisse, on est quasiment obligé de passer par cette case Airbnb qui est coûteuse. Donc du coup, c'est là aussi le fait que ça explose à ce niveau-là. Alors, niveau investisseur, imaginez-vous, vous êtes frontalier, vous habitez en France, vous travaillez en Suisse, et vous laissez votre argent sur un compte bancaire. Vous ne les faites pas travailler. Que si on a un petit apport, on les donne à la banque, on lève des dettes et on est sûr ici, si on fait un bon investissement, bien sûr, il ne faut pas investir dans n'importe quoi, n'importe où, mais de les louer derrière, avoir un joli cash flow et en plus, c'est le locataire qui va rembourser notre prêt et on va commencer à constituer un patrimoine immobilier. C'est assez sympa. On peut dire qu'à différence de travailler en France et qu'en Suisse,
on a des salaires plus élevés et ça nous permet de lever plus de dettes niveau bancaire. Oui, totalement. Peux-tu nous en dire un peu plus sur peut-être les taux d'endettement quelle est ta vision là-dessus? Est-ce qu'il y a un maximum? J'ai récemment entendu parler qu'on avait moyen d'aller un petit peu chercher au-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, déjà, pour demander un prêt à la banque, pour commencer, il faudrait commencer déjà pour examiner ses comptes. D'accord? C'est important, par exemple, quand on va voir les banquiers, pas voir des crédits à la consommation. Ils n'aiment pas des paris en ligne, pas des jeux en ligne, voilà, les casinos. Attention aussi à tout ce que c'est crypto et tout ça. Ils n'aiment pas beaucoup. Voilà. Pas être en découvert, toutes ces choses-là. Ils n'aiment voilà. pas les cryptos En fait, ils trouvent que c'est très volatile. Ouais. Du coup, quand on fait des achats assez réguliers ou des transactions, voilà, je vous conseille d'ouvrir une autre banque, voilà, un petit compte et pas les montrer à la banque. Voilà. J'avais un investisseur immobilier qui avait justement un compte Revolut pour passer tout ce qui était paris sportifs et toutes ces conneries. Puis après, il avait son compte physique pour demander des frais qui, là, lui, était lisse. Il avait 1 million de patrimoine. Mais bon, il y a quand même une petite hausse. J'ai pris 83% sur le Bitcoin, c'est quand même pas négligeable. Mais du coup, ouais, donc bien lisser son compte voilà, à la banque pour monter bonne patte et pas avoir de problème, on va dire. Exactement. Et après, on peut, oui, qu'est-ce que c'est important? C'est qu'on va demander un prêt, comme on calcule, ou vous passez directement pour un courtier ou sinon pour votre banque. Mais normalement, on peut aller jusqu'à 35% de taux d'endettement. C'est pour ça que c'est important de, par exemple, pas avoir de crédit voiture, de crédit à consommation, etc. Parce que ça réduit beaucoup votre taux d'endettement. Mais s'ils sont simultanés ou s'il a été fait avant, par exemple, admettons, moi justement j'avais eu une autre version et là je suis content d'entendre la tienne, c'est que avoir eu un crédit voiture pendant 1 an, admettons j'avais ça il y a 2-3 ans, j'ai fini de le payer et maintenant je fais un crédit immobilier, et ben moi on m'avait dit justement que les banques ils aimaient bien ça, du fait qu'on a prouvé qu'on était en mesure de rembourser un crédit jusqu'à son terme, avant de faire une grande demande de crédit de 100, 200, 300 000 euros au minimum. Tout ce qu'on a pu faire avant, c'est pas grave. Il ne prend pas en compte. En fait, c'est si on va demander un crédit à la banque, et par exemple, on a encore un crédit voiture. Si tu payes 300 euros par mois de ta voiture, en fait, ça va venir impacter ton taux d'endettement. Okay. Même si tu n'as pas un prêt immobilier en cours, tu as la voiture. Du coup, en fait, si on gagne 3 000, il faut compter que tu as déjà 300 euros par mois qui sont, en fait, tu es endetté à ce niveau-là. Du coup, tu n'auras pas un 35% complet. Ouais, ton taux d'endettement, il viendra descendre à cause de ces crédits à la consommation, voilà, des voitures, n'importe, et tu auras moins de marges pour emprunter. Du coup, c'est recommandable, en fait, rembourser avant tous les crédits en cours. Voilà. Ok, avant d'aller voir la banque. Oui. Voilà. Je ne parle pas des crédits immobiliers en cours, hein. Ça c'est calculé différemment, mais tout ce qu'on peut avoir à la consommation. Bah justement, pour rebondir là-dessus, quand on a un crédit immobilier, admettons, j'ai déjà un crédit immobilier locatif et je veux retourner à la banque, refaire une demande de prêt, comment ils vont tenir en compte mon cash flow que je génère? De quelle manière ils procèdent? Tu sais un petit peu? Alors, c'est là où c'est important, surtout les premiers investissements, c'est faire accompagner pour ne pas se louper. Parce que acheter l'immobilier, c'est facile, mais faire des bonnes affaires, c'est un peu plus difficile. Oui, totalement. Alors, en fait, chaque banque, elle calcule d'une façon différente. Ok. D'accord? Mais moi, par exemple, qu'est-ce que je propose dans mes clients quand je fais le plan financier? J'essaie de tenir en règle en compte, c'est par exemple la règle de 70-30. Okay. C'est-à-dire, si par exemple, on a un loyer de 1 000 euros, la banque il prendra en compte seulement 700 euros de les 1 000. Parce qu'elle compte que l'autre 30%, c'est pour l'imposition, les imprévus, etc. D'accord? Du coup, qu'est-ce que c'est important quand on fait un investissement? C'est que la mensualité de prêt, il ne dépasse pas ces 70%. D'accord? Parce que si on dépasse, ça viendra impacter quand on va retourner à la banque par rapport à notre taux d'endettement. Ok. Donc, plus ou moins, si on fait un bon placement, un bon crédit, on repart plus ou moins sur un zéro. Plus ou moins. Ouais. Après, chaque banque, il calcule différent. Et après, ça dépend aussi si on a demandé cette première prêt en nom propre, en SCI. Voilà. Il y a différentes façons, ça calcule aussi différemment. Si c'est une société qu'un nom propre. Ok.
Et pour parler un petit peu chiffres, parce que je sais qu'il y en a qui aimeraient, quel type de placement tu as pu avoir, sans parler de personnes ou de lieux non plus, mais les placements, par exemple, le placement le plus petit que tu as pu avoir, qui était peut-être rentable, hein, ça peut être une cave rénovée, ou le plus gros que tu as pu avoir à faire dans ton chemin? Alors, les plus petits cette année, c'était des T2. T2 sont frontalières, Ok. très bien placés sur Annemasse ou en Billy. Vraiment, il faut faire attention ces villes-là aussi. Hein, comme vous entendez Annemasse, il ne faut pas investir n'importe où en masse. Il y a des quartiers, attention. Mais vraiment, dans la rue Genève, où il y a le train 17 qui passe de Genève en France, vraiment, c'est des emplacements premium. Et là, on était sur un budget de appartement, place de parking, cave, plus petit budget de rénovation. Il n'avait pas beaucoup de travaux. On était sur un budget de 150 000 euros. Ok. Et là, on était sur un renta de 9%. Ok. Voilà, Super en longue durée. Ok. Classique. Ah oui, en longue durée en plus. Longue durée classique. Ok. Et pour le plus haut que tu as pu aller chercher Alors, cette année, on a trouvé vraiment une pépite. C'est un immeuble à Collonges-sous-Salève. Ok. C'est vraiment zone frontalière aussi, mais là, c'est un village. Je ne sais pas si tu connais Collonges. De nom. Alors, c'est en fait un autre standing, on peut dire. Ok. Collonges. Et là, c'est un immeuble de 3 lots, plus un sous-sol complet, un terrain derrière, Ok. place de parking, etc. On l'a négocié à 530 000, sans erreur de ma part. Et en fait, il était valoré à 1,2 million. Ouais. Ce que j'allais dire quand tu as dit 530 000, je me suis dit ça fait peu quand même pour la région. Oui, du coup, en fait, ça c'était incroyable parce que tu as une plus-value seulement à l'achat Oui, incroyable. Incroyable. Et c'est plutôt des biens, ce type de biens, comme tu as pu parler tout à l'heure, ça se retrouve plutôt sur un marché secondaire ou où je vais demain à n'importe quel agent, je peux trouver ce type de biens? C'est sur le marché off-market. Voilà, dans la région, c'est tellement tendu que c'est vrai que trouver des biens comme ça sur le bon coin, c'est très compliqué. Très, très, très compliqué, sauf si c'est des quartiers pas très sympas et on ne connaît pas en fait le marché et on l'achète. Ou il y a peut-être beaucoup de charges, des travaux, etc. Mais pour trouver des vraies pépites dans la région, vraiment, ça se passe tout en off-market. Ok, donc Oui, oui, 90%. il faut connaître les bonnes personnes pour investir si on veut trouver ce genre de pépites. Il faut un réseau dans la région, oui. On peut dire qu'en fait, quand un bien il sort sur le marché, sur le bon coin, etc., on a passé tous dessus et c'est que... Ouais, donc c'est tout le principe aussi, ce que les gens, il faudrait il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas forcément, mais tout le principe des fois de se faire accompagner sur le premier ou le deuxième, parce qu'on va avoir, au final on paye peut-être une prestation, certes une commission, que ce soit courtier, crédit ou autre, mais par la suite on a aussi accès à des choses qu'on n'aurait pas accès non plus, donc au final on ne paye pas vraiment vu qu'on gagne aussi réellement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses là-dessus, mais... Moi, je pense qu'en fait, oui, on peut payer un service, par exemple. Moi, je me fais rémunérer, hein, je ne travaille pas gratuitement. Bien sûr. Mais en fait, quand je vous donne ces chiffres, ces rentabilités, c'est en comptant mes honoraires. C'est-à-dire, même en me payant, Oui, voilà. on a cette rentabilité-là. C'est-à-dire, même que vous me payez, vous gagnez de l'argent en me payant. Et en plus de ça, mes honoraires sont déductibles fiscalement. C'est-à-dire, quand vous faites un investissement, vous allez déduire des charges, les travaux, etc. Mes honoraires sont déductibles aussi. C'est-à-dire vous payez, mais vous déduisez fiscalement derrière. Ouais, mais c'est ça le petit truc de l'investissement. Je pense que en France, on a un peu moins la vitesse d'esprit, on va dire, je vais dire ça comme ça. Mais les Suisses, par exemple, ont tous des troisième piliers, ils connaissent déjà l'investissement immobilier et pas mal la fiscalité. En France, on est un peu moins éduqué aux courtiers, que ce soit en assurance ou que ce soit en immobilier. Et pourtant, pour moi, les quelques fortunes que je connais autour de moi, en général, sont passées par des courtiers en immobilier ou des courtiers en demande de prêt parce qu'ils gagnent plus à prendre un intermédiaire qui va chasser un terrain et qui a une connaissance du marché que d'aller directement toquer à 3 portes et puis après ils abandonnent. En général, ils font pas le reste. Ils y perdent plus à faire ça. Je pense que tu me rejoins à peu près là-dessus. C'est que des fois, par exemple, moi je propose un accompagnement aussi qu'on a pu échanger la dernière fois. De prendre un accompagnement qui a un certain coût, moi elle est à 400 € ma formation, du moins mon accompagnement, au final, juste ne serait-ce que sur le logement, ils vont en trouver beaucoup moins cher.
Donc en réalité, ils l'ont payé, mais sans l'avoir payé, parce qu'ils le paieraient en Airbnb aussi. Donc c'est toujours le principe d'aller chercher des accompagnements de personnes compétentes pour avoir des prestations de qualité et dégager des cash flows qu'on n'aurait pas pensé. Tout à fait, parce que c'est vrai que tu as beaucoup de gens qui viennent s'installer à la région, ils viennent vers toi, non, avec les formations Oui. que tu proposes. Du coup, pour que je puisse comprendre, peut-être proposer quelque chose ou comprendre plus la problématique, c'est laquelle la problématique principale de, par exemple, tes clients quand ils viennent à s'installer dans la région? Le logement. Les logements. Numéro 1, c'est le logement. C'est le premier truc que j'ai essayé d'incorporer dans mon accompagnement, d'avoir 2-3 adresses privilégiées, parce que pas de logement, pas d'emploi. Numéro 2, c'est la vitesse à trouver un emploi. Mais en premier, ils se logent. L'équivalent des Airbnb, mais sur un marché secondaire aussi encore. Et à partir de là, trouver le travail le plus rapidement possible de par le réseau, encore une fois, sortir des terrains battus. C'est un peu le même principe, je pense, que l'immobilier. Il y a un marché primaire, un marché secondaire, et il y a les bonnes astuces pour aller chercher au bon endroit. Tout à fait. Alors, pour ces gens qui arrivent ici, qui ont la problématique de se loger, qu'ils commencent à se loger en locatif, je comprends bien que pas tout le monde, il y a dans l'esprit ou dans la vision d'investir pour des locatifs, ou il y a des gens que ce n'est pas sa priorité. Que vous sachiez que, par exemple, il y a des gens que j'accompagne, ou moi-même, mon premier investissement, c'était en fait où je me suis logée en location. J'ai proposé d'acheter ces biens parce que je ne voulais pas payer en fait de la location. Du coup, ces gens-là, ils peuvent tout simplement commencer en fait pour acheter sa résidence principale. Mais également, je répète, c'est important de faire une bonne affaire, même si c'est sa résidence principale, parce que par exemple, dans mon cas, pour la suite, ça a venu un investissement locatif. On me dégage énormément de cash flow, celui-là. Du coup, on peut commencer pour ça aussi. Les gens qui viennent se loger dans la région, quand ils trouvent un emploi à Genève, bien sûr un CDI, sinon les banques ne le suivent pas. C'est important d'avoir un contrat indéterminé. Ils peuvent opter pour cette option. Oui, totalement. Après, ça, c'est toi, ta vision, ton expérience. Et oui, totalement. Après, je pense que beaucoup de frontaliers, de par mon ressenti à moi, beaucoup de frontaliers arrivent en zone frontalière. Les premières années, hormis toi, ce que tu m'avais dit la dernière fois en plus, mais arrivent en zone frontalière, les premières années, on dépense un peu trop. Parce qu'on avait pu parler la dernière fois, on a un petit peu cette crise existentielle de dépenser. Bon, toi, ce n'était pas ton cas. Il me semble qu'il y a une petite histoire où tu cachais de l'argent. mais on dépense un petit peu, et je pense qu'au bout d'un moment, si on continue à travailler en Suisse, on retourne tous sur la base, l'immobilier. Bon, troisième pilier dans mon métier à moi aussi, mais immobilier, troisième pilier, c'est les premiers actifs, et après, ils essayent d'aller chercher les trucs farfelus, mais déjà, le sûr, ça va être la pierre, parce que c'est ce qu'on est éduqué en France, et le troisième pilier, parce qu'on travaille dans un beau pays qui régit un produit financier qui est plutôt intéressant pour les frontaliers, surtout à Genève. Mais du coup, ouais, je pense que tout le monde y passe à la case. Nous, on est tous en train de, ça fait 3-4 ans qu'on est là, et on est tous autant qu'on est en train de penser à l'immobilier aussi. Laisse-moi te dire que même si vous aimez faire la fête et gaspiller l'argent quand vous arrivez ici, vous payez quand même un loyer. Et que vous sachiez qu'en achetant un bien, vous pouvez payer même moins de crédits que ce que vous payez actuellement des loyers. Alors oui, sur une grande majorité, oui. Sur une grande majorité. Après, moi, j'ai fait un beau coup de fusil quand je suis arrivé, donc après, mon appartement n'est pas très grand, donc moi j'ai 35 mètres carrés pour celui-là, parce que j'ai toujours pas déménagé. On doit déménager, mais je veux vraiment quelque chose de structuré. Mais on paye 600, donc pour l'instant c'est abordable. Je crois que mon propriétaire, il a dit dès qu'on part, il fait plus 150 ou plus 200. Mais oui, après, investir dans une résidence principale, ça peut être très intéressant. Ça dépend des objectifs de chacun, mais on peut faire des beaux coups comme tu l'as fait pour ton cas. Et puis, alors, comment t'es venue cette idée d'investir en immobilier? D'où t'es venue cette idée Alors, c'était, comme je t'ai dit, je me retrouvais dans une situation personnelle où, d'un jour à l'autre, j'ai dû retrouver un logement pour me loger. Et j'avais 24 ans, à l'époque, ou 23 ans. Et j'ai eu la difficulté à trouver un logement, en location. Il y a énormément de demandes, beaucoup de dossiers dessus. Même si j'avais un travail stable à Genève, c'était compliqué. Et en fait, quand je me suis installée dans le premier logement à Collonges, au bout de 3 mois, je me suis dit,
Punaise, oui, j'ai travaillé en Suisse, mais j'ai un salaire normal. Voilà, on peut dire en 80%, si on parle des chiffres, hein, je pense que les gens ils aiment bien. À l'époque, je gagnais pas beaucoup, j'ai gagné 3 000 francs. Même si on habite en France, c'est une région qui c'est assez cher. Du coup, j'ai dit, je paye un loyer pour quelqu'un d'autre. Au bout de 3 mois, j'ai dit, j'ai pu acheter l'appartement. Et il n'était pas en vente. Du coup, je suis allée voir l'agence immobilière. Je ne parlais pas très bien le français à l'époque. Presque pas du tout. Du coup, pour me faire comprendre, déjà, c'était compliqué. Et l'agent immobilier me disait, mais il n'est pas à la vente. J'ai dit, mais si, appeler les propriétaires. J'ai dit, sinon, je l'appelle moi. C'est dans le beau location. J'ai dit, si vous ne voulez pas l'appeler, parce que c'est une agence qui m'avait loué. Et je vais le faire moi-même. Je suis descendue à l'agence pour respect. Du coup, elle dit, oui, on va essayer de voir avec les propriétaires. On a eu environ 6 mois de négociations. Finalement, elles sont acceptées. Je suis allée voir les banques. Voilà, on a négocié, me sont donné le prêt. J'ai traduit le compromis avec Google Translate, parce que j'ai personne ici qui le comprenait d'immobilier. Mon entourage, personne ne l'avait investi. Donc voilà. Mais j'ai acheté ces premiers biens. Et j'étais sur place. J'ai payé un mois de crédit immobilier qui est de loyer. Ok. Et là, j'ai demandé à mon entourage, ici à Genève, voilà, pour les gens qui arrivent, je pense que vous vous avez rendu compte, il y a tout sauf des Suisses. Voilà, on est tous des étrangers. En Suisse, mais à Genève, on est tous des étrangers, des gens qui sont venus dans la région pour travailler. Même si quelqu'un dit que les Suisses, sa mère ou son père ne sont pas suisses, c'est rare de trouver quelqu'un vraiment suisse, des pères et mères. 20%, la stat qu'ils avaient dit à Genève, je crois que c'est 20% de Suisses. Oui. 20%. Voilà, on est tous des étrangers. Du coup, en fait, mon entourage, on était tous des étrangers, mais des gens qui ça faisait beaucoup des années qu'ils étaient ici à Genève. Et tous, depuis que j'avais arrivé, j'entendais la problématique du logement. Et en fait, quand j'ai acheté, j'ai posé la question, mais pourquoi vous achetez pas? Et en fait, la réponse un peu générale, c'était, mais je vais pas finir mes jours ici, je vais pas rester juste à l'âge de la retraite. Oh, est-ce que si je perds mon emploi, qu'est-ce qui se passe? Du coup, en fait, j'ai senti cette peur et personne ne voulait investir, mais même pas ça l'avait passé dans l'esprit à quelqu'un de dire je vais acheter quelque chose. Et du coup, je me suis dit, mais tout le monde il a cette problématique de se loger, mais personne il ose investir et fait le pas. Du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui vais acheter et je vais les louer moi, en fait, les logements. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à me renseigner, à me former, parce que dans l'immobilier, les erreurs, ils coûtent vraiment très cher. Et c'est là où j'ai acheté ensuite un deuxième bien et je me suis intéressée dans l'immobilier. De quelle manière tu t'es formé, informé? Est-ce que tu as été plus sur des conférences peut-être? Parce que je sais que les conférences, les livres, ou des formations en ligne tout simplement. Alors, j'ai fait beaucoup de formations en ligne, voilà. Très cher. Hein. Oui, c'est pour ça que quand tu proposes une formation à 400 €, vraiment, les gens, il ne faut pas hésiter parce que 400 €, c'est vraiment un investissement petit et que c'est vite remboursé. Moi, si je compte en formation, je pense que je dépasse les 30 000 €. Ok, ah ouais. Depuis que j'ai commencé. Ouais, tu as fait peut-être plus fort que moi du coup. En fait, entre formation, séminaire, etc., accompagnement, coaching, parce que nous, maintenant, je coach des gens, j'ai fait des accompagnements, mais nous, on est coachés aussi. Bah, bien sûr. Hein? Du coup, oui. Ouais, je pense rejoindre à peu près. Alors, je suis pas monté jusqu'à 30, mais après, j'ai pas trop estimé non plus. Mais je pense avoir pété un 10, 15, 20 000 € de formation en ligne pour arriver à avoir les compétences que j'ai acquises, que ce soit en réseaux sociaux ou autres. Mais je pense qu'il est important, notamment la formation en ligne, quand elles sont de qualité. Je pense que c'est toujours intéressant parce que ça permet d'avoir une formation continue tout au long de notre carrière. Je pense, et de par la prestation également que tu proposes, de se faire accompagner, de pouvoir former, parce qu'il me semble que tu as aussi un autre type de service qu'on avait pu parler la dernière fois. J'ai fait des accompagnements également, c'est-à-dire, moi j'ai fait de la chasse, c'est pas seulement trouver un bien, derrière il y a des négociations, il y a des études de marché, il y a des plans financiers qui sont présentés pour la rentabilité, etc., études également stratégie fiscale, mais pour les gens qui me disent... ok, je veux tout ça, mais je veux apprendre à faire ça. Parce que mon objectif, c'est pas que tu me trouves un bien, mais c'est moi, me créer un parc immobilier, je veux apprendre à faire qu'est-ce que tu fais. Du coup, en fait, je propose également un accompagnement de A à Z.
en fait, de apprendre à faire une étude de marché, juste en fait, négociation, lecture de diagnostic, voilà, AG, PV, etc., évaluation si c'est des immeubles, les points de contrôle, façade, toiture, etc., les CAPEX, en fait, pour éviter toutes les erreurs. Juste en fait, juste à l'achat, signature d'acte authentique, optimisation des compromis, en fait, un accompagnement complet. Oui, pour apprendre à faire ce que toi, tu as appris par 30 000 euros de formation d'ailleurs aussi. Oui, on peut dire ça, exactement. C'est un peu le bagage de 30 000 que tu essaies de condenser pour retransmettre à tes membres. Oui, tout à fait. Et c'est d'accompagnement vraiment individuel, cas pour cas. Parce que comme j'ai dit, en fait, on n'est pas tous pareils, ni on a la même situation personnelle, ni les mêmes objectifs. Du coup, en fait, c'est cas pour cas. Et alors, si justement tout à l'heure, tu as pu parler des erreurs qui pouvaient être faites, est-ce que tu pourrais me citer quelques erreurs qui sont couramment faites par des investisseurs, des personnes, moi demain je vais acheter un appartement. Bon, je me renseignerai quand même, je suis dans la fiscalité, mais de base, une personne lambda qui veut investir, quel type d'erreurs courantes ils peuvent être amenés à faire? Ah, c'est en partie, j'adore ça. Les erreurs, il y en a tellement. Alors, pas vérifier les DPE énergétiques. Ok, oui. Maintenant, il y a des lois qui sont passées, du coup, pas tenir en compte s'il y a un F, un G, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, quel impact il a par rapport à la location ou les frais. Pas vérifier les 3 derniers AG, d'accord? Assemblée générale, d'accord? Chaque année, en fait, quand c'est en copropriété, il y a des assemblées générales. C'est très important de vérifier ce genre de documents parce que c'est là où on va voir s'il y a des travaux à prévoir ou s'il va y avoir des travaux. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui vendent de biens en appartement parce qu'ils savent que d'ici 12 ans, il y aura la façade ou la toiture à faire avec une isolation. Et du coup, ils vendent les biens vite. Et quand on ne vérifie pas ça, et ensuite ça passe, s'il n'était pas voté avant. Parce que s'il est voté avant, c'est la charge du propriétaire. S'il n'était pas voté, seulement nommé en attente des devis. Si on achète les biens, c'est notre charge. Et par exemple, en façade avec une isolation, pour un appartement, je ne sais pas, 50 mètres carrés, on peut payer peut-être 10 000 euros de notre poche. Ouais, donc là, c'est pas dans le même budget. En plus, on a déjà fait la demande de prêt, donc... Voilà, c'est des petites surprises à éviter. Très important également, où ils font l'erreur, beaucoup de gens, parce qu'ils ne s'y connaissent pas, c'est pas vérifier également les règlements des copropriétés. Pourquoi c'est important? C'est parce que des gens, ils disent, je vais acheter un studio, je vais faire d'Airbnb. Il trouve un studio, il l'achète. Mais en fait, il n'a pas vérifié le règlement des copropriétés, et peut-être dans cette copropriété, c'est interdit fait la courte durée, l'Airbnb. Ok. Du coup, voilà, ça c'est très important. Et alors, en contrepartie, parce que moi je savais qu'il y avait la toiture, mais tu l'as cité aussi plus ou moins, qui peut être cher. Mais en contrepartie, qu'est-ce que tu pourrais recommander à une personne qui voudrait investir demain? Déjà de venir te voir, ce serait d'aller voir des courtiers ou de venir se faire accompagner, que ce soit en termes fiscaux ou en termes d'immobilier, ça c'est une certitude. Personne ne le comprendra jamais assez, mais investir en soi, ça permet de gagner sur chacun des placements. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire, conseiller de faire attention si quelqu'un veut investir demain comme ça? Il a les sous, il a le cash, il est prêt à investir. Où investir? Est-ce que tu as des villes, toi tu recommanderais peut-être plus en zone frontalière, qui prend peut-être pas celle qui dégage le plus de cash flow, mais peut-être celle qui donne le moins de risques, peut-être? Il n'y a pas une réponse correcte ou une fausse correcte. La chose que je peux recommander, c'est surtout, si les gens ne connaissent pas vraiment les marchés, fait vraiment une vraie étude des marchés. Parce qu'il y a des villes, je peux vous dire, il est très rentable, il est génial. Je peux vous dire, Ambilly, Annemasse, Gaillac, tout le monde connaît, mais pas tous les quartiers, pas toutes les rues. Et en fait, en se trompant d'un quartier ou d'une rue à l'autre, les prix de l'immobilier, il peut avoir un écart de 30-40%. Des fois, on dit, j'ai acheté au-dessus du prix marché, mais en fait, c'est que tu achètes dans le mauvais endroit. Oui. Et le problème de ça, c'est que si on achète dans une mauvaise résidence, un mauvais quartier, on aura la difficulté de les louer. Ou quelqu'un qui vient de la région, il s'installe, il ne connaît pas, il ne va pas rester longtemps parce que peut-être il y a des trafics dans les immeubles, il y a des vols, etc. On a beaucoup côté frontière, on ne dirait pas, mais vraiment, on a beaucoup. Et le problème, c'est que quand on voudra revendre, parce que ce n'est pas du coup un investissement rentable, on aura la peine à les revendre parce que les gens derrière, peut-être, ils connaissent le marché. Du coup, vraiment, faire une bonne étude de marché. Et qu'est-ce que tu penses des logements en rez-de-chaussée? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as une vision là-dessus?
Alors, ça dépend. Est-ce que c'est toi qui vas habiter dans cette rez-de-chaussée? Alors moi ça pourrait m'arriver, hein, de toute façon on a un ami en commun qui habite en rez-de-chaussée. Maintenant je sais que dans la région en général on recommande pas trop. Et je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Pour louer, pour un investissement, restons dans le cadre. Moi, j'ai un investissement au rez-de-chaussée. Ok, Et pire que rez-de-chaussée, c'est un semi-enterré. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est qu'en fait, c'est les appartements que depuis l'extérieur, c'est comme ça. Et en fait, quand on rentre à l'immeuble, on descend d'escalier. Et du coup, l'appartement il est plus bas ok, que l'extérieur. Et là, les fenêtres à haut. ok, d'accord. J'ai un appartement comme ça. C'était un ancien cabinet médical. Ok. Il a eu un changement de destination. Faites attention à ça aussi. Il faut des demandes à la mairie, il faut avoir les documents parce que beaucoup de gens les font de façon illégale. Ils vous les revendent derrière, mais c'est illégal. Du coup, cet appartement, il fait 48 mètres carrés. Il est proche au tram, route de Genève, en Billy. Il n'a pas de balcon, pas de terrasse. Il est semi-enterré. Ok. Et j'ai jamais eu un seul jour de vacances locatif. Et je les loue très très cher. J'ai un joli cash flow dedans. Ok. Et il n'y a aucun souci et personne ne s'est jamais plaint. Pourquoi? Parce que l'immobilier, on peut dire, les trois choses les plus importantes, c'est emplacement, emplacement, emplacement. C'est la vérité. En fait, tu peux avoir un joli rez-de-chaussée avec un grand terrasse au jardin, mais si se retrouve au milieu du Perrier, tu ne vas pas les louer. Mais si tu as un rez-de-chaussée comme le mien, oui, la déco est jolie. J'ai même un vinoir hydromassage, c'est génial, mais on voit presque la lumière du jour, on ne voit même pas. Mais il est bien placé. Tu as l'arrêt du tram juste en face de l'appartement. On ouvre la fenêtre, la petite fenêtre. Et on a un parc en face, on entend les oiseaux, on n'a pas d'immeuble, on n'a pas de passage, c'est une rue sans issue. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je pense de les rez-de-chaussée? Ouais, ça peut être un bon placement, suffit que ça Pourquoi soit bien. Ok. Pour l'investissement locatif, il faut penser aux locataires, mais il ne faut pas avoir, on peut dire, les coupe-cœurs. Ce n'est pas nous qu'on va habiter dedans, c'est les chiffres qui comptent aussi. Oui, oui. Dans l'investissement, c'est les chiffres, il n'y a pas de sentiment. Pour le coup, quelle stratégie fiscale tu vas recommander en fonction des personnes? Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce niveau? Alors, ça va être cas pour cas, parce que ça va dépendre de la situation personnelle et professionnelle de chacun, et aussi selon ses objectifs, en court, moyen, long terme. C'est-à-dire, niveau personnel, est-ce qu'il a déjà des investissements ou pas, pour voir si on dépasse certains seuils ou des taux d'endettement. Est-ce que l'objectif, c'est garder le bien quelques temps et les revendre d'ici quelques années, ou c'est pour des patrimoniales les garder pour de long terme, ou pour les transmettre à nos enfants? Est-ce que l'objectif, c'est de faire des cash flows en fait, mensuellement pour avoir un complément et pouvoir les toucher, ou c'est tout simplement de laisser travailler l'argent et réinvestir derrière? Alors, selon chaque cas et chaque objectif, on va investir en nom propre ou en société. Ok. Et par exemple, en nom propre, est-ce qu'il y a des statuts qui sont privilégiés à l'heure actuelle? Alors, on va dire grosso modo parce que vraiment la fiscalité en France, c'est vraiment dans le détail. Et surtout en tant que frontalier, on a encore un deuxième. Tout à fait. Du coup, en grosso modo, en fait, quand on investit en nom propre, on a déjà la location nue et la location meublée. D'accord? Nue, je ne vous la conseille pas parce que niveau fiscal, ce n'est pas très intéressant. Vous allez payer beaucoup des impôts. Après location meublée, on a LMNP, c'est location meublée non professionnelle. Et on a LMP, location meublée professionnelle. Alors là, chacune, il y a des seuils, c'est-à-dire la location meublée non professionnelle, ça va juste avant 3 000 €, où en fait, on ne doit pas dépasser nos revenus professionnels. Ça, c'est un point de détail. Nous, quand on travaille en Suisse, on a la marge. Après location meublée professionnelle, en fait, c'est quand on dépasse ce seuil-là, on devient pro. Qu'est-ce que ça change au niveau fiscal? C'est que du coup, on va payer en fait des cotisations qu'on n'a pas en LMNP. Mais on a également des avantages. Par exemple, au bout de 5 ans de la rétention de biens, on ne paye pas de plus-value immobilière.
En fait, du coup, c'est toutes des stratégies fiscales différentes selon les objectifs de chacun. Ensuite, en LMNP, on a BIC, micro-BIC ou réel. Ok. Micro-BIC, c'est-à-dire qu'on va faire la déclaration des impôts de revenus personnels, on va déclarer là-bas, et on a un abattement de 50%. Ok. Si on part sur un régime réel, on peut déduire toutes les charges. Les travaux, les intérêts bancaires, les honoraires, les meubles. En fait, si on a des interventions des plombiers, etc. En fait, toutes les charges réelles, on pourra déduire. Là, c'est intéressant, surtout quand on se lance dans un projet immobilier et on ne peut pas payer des impôts. Au début, on dit on achète un appartement avec beaucoup de travaux au-dessus du prix marché. On va faire des travaux qu'on va venir déduire. Dans le plan financier, on verra déjà pendant combien d'années on pourra déduire et pas payer d'impôts à cause de ces travaux. Et la suite. Donc, c'est à grosso modo, un nom propre, c'est ça. Ok. Et par exemple, si je voulais bénéficier, parce que je sais que ça peut être pas mal de mes clients et il y a des clients qui me regardent, si je voulais garder le statut de quasi-résident, je pense que tu l'as peut-être un petit peu vu, il faut garder un statut du coup plutôt société, il me semble. Est-ce que tu connais le statut qui va être le plus approprié pour pas que ça soit généré sur mes revenus en nom propre, mais sur une société, donc que je garde cet avantage fiscal? Alors, en société, on peut partir sur il y a deux types, c'est un SIIS ou IR. D'accord? IR, c'est l'impôt sur le revenu, du coup. C'est l'impôt sur le revenu, sinon on devrait partir sur une société IS. Après, il faut être sûr de que tu vas te faire financer une société IS depuis le début. Parce que quand on va voir la banque et on n'a pas des biens dans cette société, ils ne prêtent pas. Voilà. Mais par contre, on peut créer une société, un SIIR, et on peut toujours basculer en IS. Chose qu'au contraire, on ne peut pas faire. Du coup, en fait, qu'est-ce que j'acconseille dans ces cas, c'est se faire accompagner d'un expert comptable, fiscaliste ou un courtier, etc., pour avoir le bon montage depuis le début. Oui, donc commencer à l'IR et par la suite passer à l'IS ou créer à l'IS et faire racheter un des biens par la société. Ça peut être jouable comme ça peut-être ? En fait, il faut voir cas pour cas qu'est-ce que c'est faisable et si vous allez vous faire suivre pour la banque ou pas. Parce qu'il y a des gens qui, du coup, ils créent la société, ça coûte quand même de l'argent. Et après, il va voir la banque il dit, mais je ne sais pas parce que... combien ça coûte une société à l'IS ou à l'IR ? Alors, ça peut dépendre de le comptable, mais environ 1200 €, 1500. Ça dépend, voilà. Ça Toujours intéressant. Toujours intéressant. Alors, maintenant, j'aimerais que tu nous partages un petit peu le nom de ta ou de tes sociétés et qu'est-ce qu'elles font exactement. Alors là, le 8 janvier, ça va être public. Elle sort ma nouvelle société. Son nom commercial, c'est Investissement Frontalier. D'accord. Actuellement, c'est un investissement, mais là, on met en avance une nouvelle structure où vraiment c'est dédié pour les frontaliers. C'est-à-dire le Français qui travaille en Suisse, il veut investir en France, ou le Suisse qui veut investir en France, qui ne connaît pas le marché français, ne connaît pas la fiscalité française, il veut se faire accompagner. On est vraiment spécialisé dans cet accompagnement pour les frontaliers. Ok. Et donc, donc tu fais ton accompagnement de chasseur de tête, du moins tout le plan financier. Tu as également la partie où tu accompagnes les personnes à faire comme toi, à apprendre à investir dans l'immobilier locatif rentable. Et tu as cette troisième partie qui aide les investisseurs des deux côtés des frontières. En fait, on a deux parties. L'activité principale, c'est la chasse immobilière spécialisée dans l'investissement locatif rentable. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, par exemple, qui veut investir, mais s'il ne connaît pas, ou il n'a pas le temps de faire des visites, ne connaît pas le marché, il ne sait pas faire un plan financier, immobilier, etc., il vient me voir. Et en fait, comment je travaille, on fait un premier point. Tu m'expliques ta situation personnelle, tes objectifs, qu'est-ce que tu souhaites. On fait le point. Je t'envoie vers mes partenaires bancaires ou courtiers. Et là, on détermine ta capacité d'emprunt. Du coup, par exemple, le courtier va me faire un retour en disant, avec ses clients-ci, on peut aller jusqu'à 300 000 €, 400. On refait un point, on se voit, ou en Zoom, ou en présentiel, et on crée une stratégie d'investissement
C'est-à-dire, c'est pas pareil quelqu'un qui a un budget de 150 000 que quelqu'un qui a 600 000. Du coup, est-ce qu'on va partir sur un immeuble de rapport, en colocation, en nom propre, société? On va créer toute cette stratégie, on va signer un mandat et pour la suite, je commence en fait mes recherches en off et on market, d'accord? Je vais faire des visites, négociations, études de diagnostic, AG, PV, blabla, règlement de copropriété, etc., études de marché. Quand j'aurai un produit très intéressant, où j'aurai fait le plan financier également et on aura un cash flow positif et c'est un bon investissement, ce moment-là, j'appelle mon client, on fait une visite, je présente la plaquette de présentation, tout ça. Si c'est OK pour lui, on commence la négociation. Du coup, j'accompagne également pour la négociation les offres. Quand c'est négocié, l'offre est acceptée, on passe au compromis. J'accompagne également pour cette étape, pour la optimisation des compromis, parce que c'est très important pour se protéger. Parce que le dossier est déjà validé pour un courtier, un partenaire bancaire, mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, elles ne vont pas changer d'avis, que vous aurez le financement. Du coup, c'est très important de vous protéger à ce niveau-là, déjà pendant les compromis. Je vous accompagne cette étape-là. Ensuite, l'étape de financement. Vous pouvez continuer avec un de nos partenaires, par exemple un courtier, ou tout simplement, je peux vous aider également au montage du dossier bancaire et aller directement chez vos partenaires bancaires. Et ensuite, il y a la signature de l'acte authentique, je serai présente aussi. Ok. Et ensuite, s'il y a des travaux, j'ai oublié de dire, en fait, quand je visite un bien, quand il y a des travaux, je me déplace avec un artisan ou une entreprise générale de travaux, on estime les biens, j'ai des devis à l'appui et celles-ci sont calculées, bien sûr, dans le plan financier. Ok. Donc oui, avec toute l'expertise et même les artisans pour savoir le prix réellement que va nous coûter ce placement. C'est très important parce qu'on ne peut pas faire un vrai plan financier si on n'a pas le coût des travaux, parce qu'il faut l'inclure dedans. Et deuxièmement, c'est important de présenter des devis à l'appui, même si ensuite vous ne travaillez pas avec ces entreprises. Mais c'est là, ces devis vont vous permettre également, comme vous allez voir vos partenaires bancaires, de présenter les devis pour demander un budget travaux. Parce que sinon, ils ne peuvent pas tenir en compte un budget travaux s'il n'y a pas de devis. Du coup, cette partie-là, elle est fournie également. Et je pense aussi que les banques doivent accorder peut-être plus facilement des prêts quand on ramène un vrai dossier, une expertise du placement. Peut-être que si moi j'arrive demain, je dis celui-là, cet appartement, c'est le mien. Je pense que les banques doivent être un peu plus réceptifs. Et puis il me semble que si je me trompe, mais je l'ai vu quand même plusieurs fois, les banques en dessous d'un certain seuil ont un bouton où ils peuvent faire passer plus ou moins le crédit directement. Il me semble qu'il y a un système comme ça, non ? Oui, c'est juste. Et c'est très, très important d'aller voir les banquiers avec un dossier complet. Et cette étape, j'accompagne également pour le montage du dossier. Et c'est la partie plus importante parce que c'est ça qui va les donner en sécurité au banquier. Il va aussi montrer que vous êtes quelqu'un de professionnel, d'accord, que vous vous y connaissez et que vous n'allez pas à l'aveugle. Vous montrez également des chiffres, des plans financiers, etc. C'est beaucoup plus facile de convaincre les banquiers. Et comme tu dis, oui, il y a certaines banques que ça va jusqu'à 500 000, 600 000 ou jusqu'à 700 000. Ils ont voilà, ça reste en interne, en agence, il peut autoriser. Ouais, j'avais entendu cette petite histoire. Si demain il y avait quelques personnes parmi nos auditeurs, nos futurs frontaliers ou frontaliers ou résidents, qui voulaient te contacter, sur quelle plateforme ce serait le mieux de t'envoyer un message, par exemple ? Il peut me contacter sur Instagram, par email, ou il te contacte à toi et tu peux les passer directement mon contact, sans souci. Ok. Dans tous les cas, sous cette vidéo, comme j'allais le dire un petit peu juste après, il y aura ton Instagram qui sera disponible. Je vous recommande à tous de vous annoncer de la part de notre page, de la page, justement pour identifier d'où vous venez. C'est toujours plus intéressant pour les collaborations avec des experts comme peut l'être Tania. C'est toujours intéressant. Et j'espère que tu auras des personnes qui vont être intéressées. Mais au vu de mon audience, les connaissant, je pense que la vidéo va tourner pendant un moment. Il y aura quand même des personnes qui sont prêtes à investir incessamment sous peu, je l'espère. Pour finir cette vidéo, est-ce que tu peux donner un petit conseil, peut-être une petite phrase de motivation à nos auditeurs qui t'inspirent toi et qui pourraient les inspirer eux dans leur parcours ? Alors, je ne sais pas s'il y a une phrase ou pas, mais moi, pourquoi j'ai resté dans cette région et pourquoi je suis ici, pourquoi je fais de l'immobilier aujourd'hui, parce que ce n'est pas mon métier de base. De la base, comme je vous ai dit, je viens de le médical. C'est qu'en fait, on peut venir dans une famille modeste, en classe moyenne, n'importe. Et
aujourd'hui, en investissant dans l'immobilier, en fait, ça peut nous changer la vie. Parce que, par exemple, mon premier bien, je vous ai parlé tout à l'heure, en 8 ans, j'ai fait un plus-value de 100 000 euros. 100 000 euros. Plus-value, c'est-à-dire pendant 8 ans, les biens, c'est le locataire qui paye à ma place, les prix immobiliers. Moi, je n'ai pas sorti un centime. En plus de ça, j'ai un cash flow mensuel, c'est-à-dire en plus de que ça rembourse les prêts, je rends l'argent dans ma poche. C'est-à-dire si je les revends à aujourd'hui, j'encaisse 100 000 euros. Bon, après, il y a le niveau fiscal, mais ça, c'est notre sujet. Mais 100 000 euros. En faisant quoi d'autre, on peut avoir 100 000 euros d'un coup sur notre compte. Parce que là, je ne parle pas de gagner 100 000 euros, parce qu'on va chaque mois travailler, on peut gagner 3 000, 4 000 euros, par exemple. Mais on a des charges, on a des loyers, on a le transport, on a des factures, c'est-à-dire des 4 000 euros, peut-être il vous reste 500. Voilà, 1 000 euros. Ouais, voilà, 1000, 1005 en général sur ce... Voilà, 1 000 euros. Il faut travailler combien de temps pour faire 100 000 euros sur notre compte d'épargne? Ah oui, il en faut. Il faut des années. Du coup, l'immobilier, en fait, c'est cette chose-là que je me dis. En France, on a la chance, c'est la chance que c'est un pays où on peut lever facilement des dettes à la banque. On a un CDI, on peut demander un prêt bancaire. Chose qu'il y a des autres pays, ça n'existe pas. Ah ouais, non. Même les pays de l'Est, il y a certains pays que c'est interdit, sauf si tu es fonctionnaire. Okay. Du coup, en fait, il n'y a que des locataires parce que les gens, ils ne peuvent pas acheter. Les banques, ils ne prêtent pas l'argent. Ici, on peut les faire. Et c'est un moyen si on fait des bons investissements, bien sûr, mais de créer des plus-values, d'avoir des revenus supplémentaires, en fait, de changer nos vies, réduire notre travail. On n'est pas obligé à travailler juste à la retraite parce qu'on enchaîne les investissements. On augmente nos revenus mensuels, on peut déduire peut-être notre travail, on fait d'achat-revente, on peut faire des gros plus-values, ou en transaction, ça peut devenir à 4 ans de salaire en ayant travaillé chaque jour. Du coup, c'est ça que j'ai vu que motive les gens en disant il y a un autre moyen, on n'est pas obligé de travailler jusqu'à l'âge de la retraite pour avoir en fait des revenus sans rien faire et pouvoir profiter de la vie. Parce que pour moi, ce n'est pas important l'argent, c'est la liberté. Mais on habite dans une société où pour être libre, il faut l'argent. Totalement. Ouais, c'est pour ça que dans ce que tu dis, toi, j'y rejoins aussi. C'est moi, je vais recommander en première étape de devenir frontalier déjà, dégager beaucoup plus en salaire et en revenus. À partir de là, investir en immobilier, avoir un troisième pilier actif qui est posé. On a une assurance vie sur notre tête aussi. Et déjà, juste cette base-là, si on fait 2-3 coups en immobilier, on a déjà une structure où on peut commencer... Après, ça dépend des objectifs de vie à chacun. J'ai prévu de gagner un peu trop pour que de biens me suffisent, mais de base, on va pouvoir facilement et rapidement se créer un socle qui soit plus ou moins appréciable. Et puis après, si on veut se focus sur l'immobilier comme tu l'as fait, continuer dans ce sens-là, hein, je pense. Bon, maintenant, la vidéo va se finir. Je te remercie énormément pour la valeur que tu as pu partager à nos auditeurs. J'espère que la vidéo vous a plu et que toute la valeur qu'elle a pu délivrer va vous servir dans l'avenir. Et n'hésitez surtout pas à la contacter. Je vous invite tous à lâcher un like et à mettre un commentaire pour les futures vidéos. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao!